Carte postale grandeur nature de la Tunisie. Se développer grâce au tourisme n'est pas seulement un slogan, mais une réalité. En la matière, la Tunisie est un modèle du genre. Elle a su marier tradition et modernité au grand bonheur des centaines de milliers de touristes qui débarquent à l'aéroport international de Tunis-Carthage pour y découvrir l'étendue de ses richesses touristiques. Des côtes de Carthage à la cité balnéaire de Yasmine Hammamet, en passant par le fort espagnol qui surplombe la ville maritime de Bizerte, au port El Kantaoui, les plages de sable fin de Sousse, où s'étire sans fin une mer aux couleurs bleu turquoise, prenant parfois des nuances d'un lagon exotique. La Tunisie est devenue la destination touristique la plus prisée des touristes en provenance de l'autre côté de la rive, de la Méditerranée et de l'Europe. Située au cœur de la Méditerranée, au confluent du monde arabe, de l'Afrique et de l'Europe, la Tunisie est bordée par la Méditerranée sur près de 1300 km au nord et à l'est. Trois grandes zones climatiques délimitent la Tunisie: les plaines céréalières du nord-ouest, le Sahel, pays de l'olivier, au centre-est et le Sahara au sud. Aujourd'hui, la Tunisie, forte de ses 10 millions d'habitants, repartie sur une superficie de 162 155 km², tire l'essentiel de ses ressources du tourisme. Nous y sommes rendus et nous avons découvert ce qui a été mis en place pour promouvoir et développer le tourisme dans ce pays. Un parc hôtelier de haut standing, une infrastructure routière de bonne qualité, des équipements touristiques d'accueil et de loisirs diversifiés, sa grande mosquée, la première de l'Afrique du Nord, ses souks aux senteurs de jasmin et son centre-ville reconnaissable par la grande avenue Bourguiba, font de la Tunisie la première destination de l'Afrique au nord du Sahara. Dès l'atterrissage à l'aéroport international de Tunis-Carthage, on apprécie les côtes de la Carthage antique, qui fut une des cités les plus prospères du IIe siècle avant Jésus-Christ. Fondée en l'an 814 avant Jésus-Christ, Carthage était une métropole en pleine expansion jusqu'à l'arrivée des Romains au IIe siècle. C'est d'abord les Phéniciens, ensuite les Romains. Alors, pour les Phéniciens, c'est Carthage, c'est-à-dire la ville nouvelle, et pour les Romains, c'est Carthago. Après Carthage, on a eu, comme je vous l'ai dit, Kéroua, avec l'arrivée des Arabes. Parce que tous les autres peuples qui sont passés par Carthage, ils ont conservé Carthage comme capitale. Les musulmans, non. Ils ont fondé une nouvelle capitale au centre du pays, qu'ils l'ont appelée Kéroua. Cette domination romaine, qui va durer près de 700 ans, va laisser de nombreuses traces. Les sites archéologiques témoignent de la place prééminente que la Tunisie occupait dans l'ancien empire romain. C'était au XIe siècle, à la moitié du XIe siècle, lorsque le prince fatimide du Caire a envoyé des hordes de bédouins de la vallée du Nil, n'est-ce pas, pour punir l'émir de Tunisie établi à Mahdia qui s'est révolté, si vous voulez, contre le prince fatimide du Caire, parce qu'il était parti pour fonder, parce que le Caire n'existait pas.
Le Caire a été fondé par Al-Mu'azz Lidinillah Al-Fatimi, le Fatimide, en 970. À partir de ce moment-là, la Tunisie est restée aux mains d'une dynastie qu'on appelle les Irides, une dynastie du pays. Et d'habitude, le vendredi, quand l'imam prêche, quand l'imam lit son discours, son sermon du vendredi, il fait allégeance au prince fatimide du Caire. Et à un moment donné, l'imam ne l'a plus fait. Donc pour se venger de lui, pour le punir, il lui a envoyé ces tribus de Hilaliens, les Beni Hillel et les Beni Sulaym, qui ont saccagé, qui ont dévasté, et que le sociologue Ibn Khaldoun a comparé à des sauterelles qui ont tout détruit. Rendons-nous au musée du Bardo pour une visite guidée pour découvrir les vestiges de l'époque romaine. Ici, on y trouve les fabuleuses collections des mosaïques romaines. Karim, notre guide, nous replonge dans l'histoire du grand musée du Bardo avec ses reliques qui n'ont pas perdu leur éclat. Il y a des gens qui s'y intéressent au niveau des études et ensuite au niveau de leurs recherches personnelles. Mais la majorité veut vivre, veut profiter de la vie, assouvir leur désir, donc c'est pour ça qu'on veut aller à la plage, on veut aller s'amuser, on va dans des boîtes et ne pas venir ici pour voir des choses d'après eux révolues, du passé. Eux, ils vivent dans le présent et dans l'avenir. Le passé pour eux est quelque chose de négligeable, alors qu'on ne peut construire un avenir et asseoir un présent que si on connaît bien ses racines. Après le musée du Bardo, direction la Grande Médina, passage obligé des touristes et de tous ceux qui veulent faire des emplettes. Dans le souk de Tunis, marchander des prix, acheter des souvenirs à emporter, boire le thé à la menthe, suivre en direct la fabrication d'un chéchia et pourquoi pas s'acheter une tenue traditionnelle tunisienne est un rituel obligé. Ça, au début, il est comme ça. De la laine, on les tricote avec des aiguilles, comme ça. Voilà la deuxième étape. Une feutre, de l'eau qui sort de Marseille, après gratter avec du charbon. Gratte. Ça devient comme ça. Vous voyez comment Après. Tunisie. Ouais. Ici, on négocie, on débat et on rentre avec des souvenirs plein les mains. ليه نعرف والله ما نحب عندك ولا ما عندكش قديش السوق 15 دينار 15 دينار بري تاع قروع Vous voyez les cousses là, c'est une seule couleur. Mettez. Voilà. Voilà. Un peu plus ça. Ça, c'est plus beau. Laissons les senteurs du souk de Tunis et prenons la direction de Sidi Bou Saïd, petite station balnéaire perchée sur les hauteurs du Cap Ban à l'extrémité de la route de Carthage. Sidi Bou Saïd est reconnaissable par la blancheur de ses maisons aux toitures peintes en bleu avec la bleuté de la mer qui prend la couleur d'un saphir au coucher du soleil
sa mosquée où se dresse son son minaret blanc qui cohabite avec le café des nattes spécialisé dans le café blanc. Tout haut perché, Sidi Bou Saïd offre une vue panoramique et plongeante sur la mer et la résidence officielle du chef de l'État tunisien Ben Ali. À présent, direction Bizerte, marquant une halte à la fontaine Aïn Bitar, construite en 1882 pour se rafraîchir et se plonger dans l'histoire particulière de cette bourgade qui a la particularité d'abriter les immigrés tunisiens majoritairement venus de Marseille. Moi, à chaque fois que je vais à Bizerte, je m'arrête pendant une minute de verre. Ici, nous sommes maintenant à l'entrée de Bizerte, c'est dans 5 km. Là, c'est Manzil Jmil et là, c'est Bizerte. C'est entre Manzil Jmil et Bizerte. Vous savez, ici, on a une structure administrative, vous avez le pays qui est divisé en 23 gouvernorats. Et le gouvernorat, c'est un peu comme une préfecture en France. Et la délégation, c'est une sorte de sous-préfecture. Alors là, c'est une sous-préfecture. Et ça dépend du gouvernorat de Bizerte, de la préfecture du département de Bizerte. C'est une ville qui a beaucoup de ses habitants qui travaillent et qui vivent à l'étranger. En termes d'immigration, c'est la deuxième ville du pays. Elle a le plus grand nombre de gens qui sont à l'étranger. Ville chargée de souvenirs, dernier bastion où la présence française a laissé des traces grâce à sa position stratégique entre mer et lac qui lui confère une vocation maritime. Bizerte est construite sur le modèle des cités balnéaires à l'image de Cannes, Nice et Menton. Lieu de villégiature par excellence, sur le vieux port de Bizerte, on retrouvera très facilement le bateau-restaurant, le port de plaisance que l'on ne peut rater comme le pont ouvrant qui vous offre une magnifique vue sur la Méditerranée. Quittons Bizerte et ses hauteurs, cap vers le sud pour nous rendre à Sousse, ville de contraste. Avant d'y arriver, un détour par le port de El Kontaoui s'impose pour le plaisir des yeux. Juxtant Sousse, port El Kontaoui est une petite station balnéaire intégrée située à 100 km de Tunis. Elle se distingue par son port de plaisance, ses palaces à l'image du Maraba et son bateau Palace Restaurant. Port El Kontaoui est le lieu d'évasion pour les classes aisées tunisiennes et la résidence d'été pour de nombreux touristes qui viennent d'Europe. Sousse, à 5 minutes du port El Kontaoui, est une ville chargée d'histoire. C'est une ravissante station balnéaire avec sa plage mixte où se prélassent côte à côte les familles tunisiennes et les touristes étrangers qui offrent une magnifique vue sur la vieille ville avec ses remparts. Son souk où l'on vend toutes sortes d'objets d'art, des produits de la pêche et de l'agriculture.
Après Sousse, un petit détour sur Yasmine Hammamet. Hammamet qui veut dire en arabe bain et Yasmine, jasmin. La station balnéaire Yasmine Hammamet est une ville touristique qui semble être sortie de terre avec ses larges avenues et ses hôtels qui rivalisent de somptuosité et dressés le long d'une longue plage de sable fin qui fait face à une mer couleur bleu turquoise. Yasmine Hammamet ou le jasmin de Hammamet n'est pas loin d'être une invite au bain de jasmin, tant ses lieux de loisirs, ses hôtels et casinos, ses restaurants bordant la grande avenue décorée de statuettes d'éléphants grandeur nature s'y prêtent. La station balnéaire Yasmine Hammamet est un lieu de dépaysement. Même si vous faites escale au Beach Club, le fort d'Hammamet reste le site incontournable où le touriste ne peut pas manquer de s'arrêter pour siroter un thé à la menthe sur l'une des nombreuses terrasses qui font face à la mer. Ainsi s'arrête le périple tunisien des sites touristiques de la Tunisie.